Bonjour à tous. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a eu la conférence d'avant avec David que j'ai écouté avec attention. Et ça va être très complémentaire en fait de ce qu'on va dire, donc c'est très bien, ça prouve qu'il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Donc ce que je vais vous partager là, en fait, j'ai fait une conférence, ça va être une conférence un peu pour... là j'ai posé une question sur laquelle j'ai pas la prétention de répondre, qui est la question de quelle sera la médecine du futur. Je pense qu'aujourd'hui, on a commencé une transition qui est pour le moment un peu invisible ou discrète, et c'est bien comme ça. Et en fait, l'idée, c'est un peu justement de faire un peu l'état des lieux, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir tout ce qui existe en technologie, et de voir un peu qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, et finalement de mixer un peu tout ça, de comprendre tout ça. Donc par exemple, les FSM sont un domaine passionnant, et qui est à mon avis extrêmement complémentaire de ce qu'on a commencé à faire. Et je partage complètement l'avis de David dans le sens qu'il faudrait, et ce serait vraiment quelque chose qui aiderait beaucoup, qu'il y ait une espèce d'académie officielle avec une rigueur scientifique. Parce que si on veut avancer là-dedans, il faut pouvoir que tout soit, qu'on puisse faire des protocoles, qu'on puisse faire des tests, qu'on puisse avoir des retours médicaux et qu'on puisse voir les évolutions. Et c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui. Le problème de tout cela, c'est que pour que ça arrive, il faudrait que ce soit un peu officiel, un peu reconnu et un peu plus accepté. Donc voilà, c'est pour ça que ça avance un peu dans son chemin, et c'est vrai que c'est un problème qu'on a, c'est aussi qu'il y a beaucoup de choses qui existent et que tout le monde est un peu dans son précaré. Donc l'idée, c'est d'arriver un peu à faire les ponts entre ces technologies et justement à faire les liens et à comprendre ce qui va être utilisé. Donc voilà, donc c'est un peu l'enjeu de vous faire un peu état des lieux, et puis surtout aussi mon retour d'expérience, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en général quand je vais vers des nouvelles technologies. On a discuté longuement avec David sur les FSM, et la première chose que je lui demande, c'est quoi ton retour d'expérience en fait? Quand tu vois les gens, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les réussites, les échecs aussi, parce qu'il faut aussi accepter ses échecs, c'est comme ça qu'on avance. Donc c'est pas grave de dire des fois qu'on a testé des choses et que ça marche pas, mais ce qui est important, c'est aussi de voir quand ça marche. Donc voilà, donc ça c'est voilà un peu l'enjeu de la conférence, et on va faire un état des lieux un peu global. Alors, j'aime bien commencer avec une dimension, on va dire, un peu plus spirituelle, un peu plus large de l'homme. Je vous ai pris ces quelques phrases qu'on va lire ensemble, qui viennent de différents livres d'Alice Bailey. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les technologies dont on va parler, et c'est un peu aussi ce qu'a montré David avec l'origine des FSM, tous les chercheurs de ces technologies sont tous des gens quasiment du début du XXe siècle. Donc, on est entre 1900 et 1950. Jean-Jacques va parler de la machine violet, c'est pas très récent non plus. Lakowski, c'est pas récent. Riff, c'est pas récent. Les FSM, ça l'est pas. Les travaux de Tesla non plus. Voilà, la liste est longue des gens. On peut aussi parler des travaux de Quinton, etc., de Béchamp. La liste est très longue des gens en fait dont les travaux sont connus depuis longtemps en fait. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui finalement, c'est redécouvrir un peu tout ça, le remettre au goût du jour parce que la technologie a drastiquement avancé, et aussi le recomprendre parce que comme le disait David aussi, il y a eu un trou qui est dû en effet avec l'arrivée du rapport Flexner. Voilà. Et puis aussi les guerres mondiales qui ont joué beaucoup, puisqu'on a des gens comme Béchamp, par exemple, qui a eu quand même des obsèques nationales en France, avec des ministres qui sont venus. Et aujourd'hui, vous ne connaissez pas la rue Béchamp, ça n'existe pas. À l'inverse, vous connaissez beaucoup les rues Pasteur. Voilà. Et on ne parlera pas de Pasteur, mais à mon sens, Béchamp est un peu plus crédible. Voilà. Donc en fait, il y a eu aussi des guerres mondiales qui ont fait un certain nettoyage, et en fait, qui fait qu'il y a eu un espèce de trou. Et on retrouve par exemple tous les travaux d'électrothérapie. Il y a plein de machines d'électrothérapie, je pense notamment à l'holoélectron, qui était une machine très intéressante, d'ailleurs dont l'entreprise a fermé récemment, qui sont des machines de 1900, pareil, qui ont commencé en 1910, 1920, et qui aujourd'hui sont totalement inconnues. C'est-à-dire que quand on monte ça, moi j'ai une vieille machine, j'ai pas pris la photo, mais c'est une très vieille machine qui a plus de 60 ans, qui marche parfaitement. Et quand on monte ça aux gens, ils regardent ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est incroyable, alors que c'est vraiment extrêmement vieux. Donc on va lire ça ensemble. La phraséologie des écoles de la médecine sera de plus en plus basée sur la vibration et sera expérimentée en termes de son et de couleur. Je précise que ces livres sont aussi très anciens. Donc c'est pour vous montrer que ce qui a été dit il y a plus de 50 ans, voire 60, 70 ans, et bien en fait on va commencer finalement à se rendre compte qu'ils ne sont pas complètement trompés, parce que je pense qu'on y arrive, et que aujourd'hui on est un peu on débroussaille, on va dire, ce qui arrivera dans les années à venir. L'étude de la médecine, par exemple, sera abordée à l'avenir sous un angle nouveau, et la pratique médicale reposera sur la compréhension des lois de la radiation, des courants magnétiques et des centres de force situés dans le corps des hommes, ainsi que leur relation avec les centres de force et les courants du système solaire.
L'attention de ceux qui étudieront la médecine et les sciences sera centrée sur le corps éthérique, et l'on s'apercevra que les corps physiques est dépendant du corps éthérique. Cela modifiera l'attitude de la profession médicale, la guérison magnétique et la simulation vibratoire remplaceront les méthodes actuelles de chirurgie et d'absorption des médicaments. La médecine et les méthodes de cure de la future civilisation seront basées sur cette vérité encore méconnue. Les glandes constituent dans le corps un grand système de liaison. Elles mettent toutes les parties du véhicule physique en relation les unes avec les autres. Elles relient également l'homme au corps éthérique, tant individuel que planétaire, ainsi qu'au courant sanguin, distributeur du principe de vie à toutes les parties du corps. Donc voilà, ces différents extraits que j'ai récupérés, et il y en a parlé, notamment le rôle des glandes, du système nerveux, du système parasympathique, lymphatique, etc. Et on commence à se rendre compte que ce qui a été écrit maintenant il y a de nombreuses années, en fait on y arrive. Et on va voir que ces technologies commencent à émerger tout doucement, discrètement, mais finalement tout ça commence à être vrai. Alors ça c'est... Ce que je vous donne, c'est, je vous partage vraiment une expérience, mon expérience et mon approche. Ce que je vais dire n'engage que moi. Il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec cela. Moi, c'est ma compréhension, et pour être très honnête, la compréhension, elle évolue quotidiennement. C'est-à-dire que les gens qui disent « moi, je sais tout, tant mieux », moi, j'apprends quotidiennement. Voilà. Et donc, ça, c'est moi, c'est la compréhension que j'ai eue avec le temps du travail qu'on a sur tout ce domaine qui est large. Que j'ai essayé de résumer sur quelque chose de très simple, une petite pyramide, et dans lequel en fait on peut dissocier 3 espaces. Donc la partie physique qui est en fait un peu les applications de la médecine traditionnelle, allopathie, donc travailler sur la chimie, etc. Et puis sur le corps humain, parce que la médecine traditionnelle fait quand même des miracles sur tout ce qui est chirurgie, etc. Vous avez un accident, ce que j'appelle la médecine d'urgence. Vous avez un accident, vous avez une épaule, un os qui sort, etc. Ils font quand même des miracles. Et donc, c'est un peu le grand domaine. Alors, je rappelle évidemment, je ne suis pas médecin, et tout ce que je dirais là-dedans, c'est de la recherche personnelle qui n'a rien de médical. Donc ça, c'est la médecine traditionnelle qu'on connaît. C'est la médecine que j'appelle vraiment propre au corps physique. On a la deuxième médecine, qui est la médecine électromagnétique, et qui va justement mettre en jeu toutes ces machines qui vont jouer, que ce soit du plasma, des zappers, des FSM, de l'électrothérapie, on va dire, pour faire simple. Le champ est très large, même le cube, puisque le cube est un système magnétique, qui va jouer sur le corps humain à ce niveau-là, et qui, à mon sens, est un niveau plus subtil et au-dessus du niveau physique. Ce qui veut dire que l'interaction, vous jouez sur quelque chose en fait, qui va agir de manière plus globale sur le corps, puisque finalement, c'est toujours plus simple d'arriver du haut vers le bas que l'inverse. Donc c'est là, et c'est souvent dans le corps la dimension électromagnétique. On avait fait une conférence, il y avait Erwin qui avait parlé notamment des bioaimants et des cellules en fait qui étaient justement qui se comportaient vraiment comme des systèmes électromagnétiques. Dans le corps humain, on se rend compte que c'est vraiment tout le système de communication. Donc en fait, quand vous agissez sur la dimension électromagnétique en général, vous agissez sur la communication du corps humain. Donc ça agit indirectement sur le physique. Et vous avez la dernière dimension, qu'est-ce que j'appelle la dimension informationnelle. Alors oui, c'est en anglais. Et alors ça, c'est la dimension la plus, à mon sens, où on a le plus de recherches, où on est le plus, où il y a, je pense, énormément de choses à faire, mais où dans ce domaine-là, finalement, il y a tout à faire et il y a beaucoup de... Et pourquoi ce domaine est compliqué ? Parce qu'en fait, dans ces domaines-là, à mon sens, c'est ma compréhension des choses, encore une fois, finalement, la personne, que ce soit le thérapeute ou le patient, est plus important que la machine. Et on a plein de systèmes qui existent d'information, que ce soit les systèmes NLS, les systèmes, enfin, il y en a pléthore, qui sont assez différents et qui marchent plus ou moins sur des concepts proches. Et en fait, on se rend compte, moi, c'est ce que je dis souvent quand il y a des gens qui utilisent quelque chose, ils me disent, tiens, moi j'utilise ce système NLS, j'utilise ce boîtier d'informationnel, etc. etc. Souvent, je leur dis, alors, qu'est-ce que tu as fait avec ? Ça marche ? T'es content ? T'es pas content ? Dis-moi, ça m'intéresse. Et là, j'ai des résultats extrêmement variés. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me disent, mais c'est incroyable, en 2 séances, j'ai réussi à avoir des super résultats. Et puis il y en a d'autres qui me disent, c'est pas clair. Et la question, je me suis dit, ok, est-ce que c'est les machines qui font que ça marche ou ça marche pas, ou est-ce que c'est la personne ? Et ma conclusion, ça reste la mienne, c'est que dans ce domaine-là, il y a 2 points monstrueux, très importants, qu'on voit pas bien, qui sont en haut, qui sont ce que j'appelle l'intention et la foi, qui correspondent en fait dans les 5 éléments du corps humain à l'équilibre feu-eau.
pour ceux qui s'intéressent un peu à la médecine chinoise. Et la volonté et la foi sont, à mon sens, dans le domaine informationnel, les éléments les plus importants. Donc vous allez avoir du côté du thérapeute et du côté, évidemment, du patient. Donc c'est pour ça que je pense, à mon sens, que des fois, on a des résultats qui sont extrêmement variés parce que, finalement, la manière dont vous allez utiliser ces machines est presque plus importante que la machine. C'est-à-dire que, finalement, la machine, vous pourriez presque, certains diront, on peut même s'en passer. Parce que l'important, finalement, c'est vous. Donc il y a tous les travaux de radiesthésie qui sont assez passionnants. Et dans la radiesthésie, il y a beaucoup de gens qui travaillent sans machine. Ils travaillent avec du soufre, avec des mots, avec des ondes de forme. Donc il n'y a même pas forcément... La nécessité de la machine n'existe pas. Alors maintenant, avec l'électronique, on fait de la radiesthésie, ce qu'on appelle électronique. Mais la radiesthésie est pareil, quelque chose qui existe depuis plus d'un siècle et dans lequel les radiesthésistes sont travaillés de manière totalement manuelle. Donc c'est dans ce domaine-là que... Et à mon sens, ce domaine-là, c'est un domaine primordial parce qu'on se rend compte, et ça c'est aussi à l'expérience que je vois ça, que quand on attaque du bas vers le haut, si là-dedans il y a des blocages, à un moment donné, on va plafonner. On va arriver à des choses, on va avoir des résultats, puis on sent qu'à un moment donné, on a un blocage et ça passe plus. À l'inverse, si on attaque du haut vers le bas, alors l'inverse, c'est que quand on rentre, le temps on va dire, d'entrer en la matière de l'informationnel est toujours plus long. Donc ça n'aura pas l'effet du Doliprane que vous avalez, pour faire clair. Mais dans ce domaine-là, par contre, vous touchez les couches très profondes. Et donc là, vous pouvez régler des problèmes plus en profondeur, mais ça demande en général plus de temps et aussi une approche un peu plus large, ce qui n'est pas forcément le cas de la médecine actuelle. Alors, je me suis intéressé, encore une fois, ce que je vous donne, c'est un état des lieux rapide. Il y aurait énormément de choses à parler. Là, je vais juste vous donner quelques éléments, finalement, pour vous dire que ce qu'on a dit avant, il y a eu la question et finalement il y a eu la réponse, donc je pourrais arrêter la conférence finalement. C'est vous donner quelques éléments pour vous dire en fait ça existe. En fait tout ça existe, c'est connu, certains le connaissent, d'autres non. Voilà. Et donc là par exemple je vous parle d'infopathie, c'est un Canadien, quelqu'un qui s'appelle Anton, un mec très sympathique qui a fait un travail assez impressionnant. Et en fait il a travaillé, alors j'ai un système chez moi, c'est assez simple, on travaille avec l'eau. Donc Jean-Jacques vous en parlera avec brio tout à l'heure, parce que dans l'eau et dans l'informationnel, c'est complètement lié. Et bien en fait, il s'est basé sur l'eau, et en fait, le système est relativement simple, c'est-à-dire que vous avez une cage de résonance. Alors là, là, il y a des exemples, vous savez, il y a plus de... on les voit pas dans le truc. Il y a plus de 5000 ou 6000 médicaments traditionnels. Vous prenez par exemple un Doliprane, vous le mettez dans de l'eau, vous le diluez dans l'eau, vous mettez cette eau dans une cage de résonance, vous envoyez une porteuse et vous enregistrez en fait la différence de porteuse avec la cage de résonance. Et donc ça enregistre l'information du médicament. Donc encore une fois, ça n'est pas le médicament chimique, c'est l'information. Et ça, vous l'appliquez sous forme tout simplement de son. Donc c'est très concret, hein, vous allez entendre quelque chose qui fait tch, c'est pas très agréable. Et ce son-là, après, vous allez pouvoir l'informer sur votre corps directement via l'eau. Voilà, on a une machine violet qui tourne par exemple, donc c'est différent, mais c'est le principe d'information de l'eau elle-même. Voilà, et après il y a différentes, enfin les modes d'application sont très larges et les possibilités sont innombrables. Et pour revenir à la radionique, là on parle d'information sonore, mais ça marche très bien aussi avec des gens qui enregistrent des messages. C'est-à-dire que vous pourriez enregistrer un message. Alors dans la radionique, on travaille toujours en positif. Donc par exemple, vous ne dites jamais je ne veux plus être alcoolique. Parce que ce que vous enregistrez, c'est alcoolique. Donc vous travaillez toujours en disant je veux me libérer de mes emprises, ce genre de choses. Et vous pouvez avec des messages, par exemple, simplement informer de l'eau. C'est relativement simple, avec un téléphone, vous enregistrez, vous mettez ça avec une plaque dans de l'eau. Et il y a des gens qui travaillent comme ça. Et encore une fois, on est dans le domaine de l'informationnel. Et n'oubliez jamais que le plus important, c'est vous. C'est pas le reste ne sont que des vecteurs. Ça, c'est une autre technologie. Alors, c'est des choses qui sont extrêmement... pour le coup, c'est assez documenté. Là, je fais juste qu'évoquer ça. C'est le MILTA. C'est des choses qui sont utilisées dans des thérapeutes et même des hôpitaux, certains hôpitaux, pas forcément en France. et donc, en fait, dans lequel on va travailler vraiment avec de la lumière. Donc, c'est des longueurs d'onde extrêmement précises. C'est un appareil assez grand. Et vous voyez, comme là, je vous ai mis une photo, en fait, on va plaquer de la lumière avec des longueurs d'onde très précises pour travailler sur différents systèmes du corps. Donc ça va vraiment on va être avec des couleurs, c'est des longueurs d'onde très précises. Donc voilà, il y en a qui les mettent les deux dans les oreilles, on peut les mettre au niveau de certaines glandes, on peut le mettre au niveau de tout le système intestinal évidemment. Enfin. Et ça, allez sur le site, regardez, hein, comme je disais toujours aux gens, ne me faites pas confiance, allez voir, allez vérifier par vous-même.
Ils ont plein de retours positifs, des études cliniques. Enfin, c'est du concret, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de choses en disant c'est génial, mais bon, on ne sait pas. Donc voilà, donc ça, c'est des applications pour vous expliquer que finalement, le domaine du son et de la lumière dans le médical, on y est déjà en fait. Alors comme je pense vraiment qu'on est au début de quelque chose, je pense qu'il y a des choses incroyables qui vont arriver, a priori, plus vite que ce que je ne croyais, on verra. Mais que tout ça, finalement, c'est le début de tout ça, et qu'on se rend compte, finalement, quand même, que, comme le disait David, il y a des résultats, en fait. C'est pas juste une vue d'esprit. Alors, je vais vous parler, pas du RPZ15, parce que celui-là, vous le connaissez, donc je n'ai pas vraiment de but de vous parler de ça. Moi, j'ai parlé de mon expérience avec l'Aton. Voilà, donc j'ai l'Aton depuis octobre dernier. Voilà, je remercie Michel et je ne sais pas si Erwin qui est là, mais voilà, qui m'ont permis un peu de partir avec cette machine. Pour être très honnête, quand j'ai pris la machine au début, j'ai commencé en me disant, est-ce que tu t'es pas un peu emballé? Parce que c'est une machine qui est pas si simple que ça et qui demande, on va dire, d'aller sur un niveau de compréhension des choses et d'utilisation dans lequel il a fallu un peu que j'avance moi de mon côté. Et je me suis dit, bon, on va voir, dans la vie, il faut prendre des risques, il faut avancer. Donc c'est un peu parti comme ça. Alors, on en parlera après, mais bon, on en parlera après. Donc, je vous fais juste un topo rapide de la différence des machines, parce que vous allez me dire, finalement, ces deux plasmas, pourquoi acheter l'un? Il y en a un qui est plus cher que l'autre, ça marche pareil, il n'y a pas d'intérêt. Alors, c'est vrai et c'est faux. On va voir comme la machine, en fait, c'est deux plasmas, mais qu'elles fonctionnent complètement différemment. Donc là, vous avez la couleur, pour faire simple, la couleur rouge, c'est le gaz du néon qui fait cette couleur-là. Et donc, le néon qui est un gaz qui est plus lumineux. Dans l'autre, vous avez principalement de l'hydrogène, donc on voit moins de lumière visible. Il faut vraiment être dans la nuit pour le voir. Mais voilà. Et alors, on va regarder justement rapidement, je ne vais pas faire trop de technique, mais le fonctionnement de sa machine. Donc le RPZ15, c'est un pulse générateur, donc c'est un système fréquentiel de carré positif. Alors, on ne va pas rentrer dedans, mais si c'était négatif, c'est pas bon pour le cœur. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est un zapper version plasma. C'est-à-dire que vous avez le zapper qui est un très bon outil, mais qui va être limité par le champ d'application électrique. Et là, en fait, vous allez pouvoir passer sur le mode plasma. Et l'intérêt du plasma, on en avait parlé un peu l'année dernière sur l'intérêt de la compréhension des champs électromagnétiques. Le rôle du plasma, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau des intestins. Vous traversez tout parce que le corps humain est complètement baigné là-dedans. Donc, ça va être un espèce de super zapper. Et comme l'a dit David, c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire qu'on a tous ces systèmes-là sont dans ce qu'on appelle le killing. C'est-à-dire qu'on va tuer. On va chercher vraiment à détruire des excès dans le corps qui posent problème. Donc, pathogènes, bactéries, virus, etc., champignons. Et c'est complètement complémentaire avec les travaux des FSM qui, moi, m'intéressent beaucoup parce que on se rend compte que quand on a des gens qui arrivent, il y a besoin des fois de tuer pour aider les gens à retrouver un équilibre, mais il y a aussi des gens, moi j'ai eu des cas où vous avez des problèmes d'insuffisance rénale par exemple, où le corps en fait n'a pas besoin forcément d'être dans l'approche des travaux de Vertesi, donc de tuer vraiment les pathogènes responsables des maladies, mais simplement d'avoir un système de soutien, voilà, des grands systèmes du corps ou de certains organes. Et donc là, les FSM sont vraiment complètement complémentaires avec ça, puisque c'est vraiment deux approches qui, à mon sens, sont nécessaires. Alors parfois, une va suffire, parfois l'autre va suffire, et puis il y a des cas, en fait, vous êtes content d'avoir les deux, parce qu'il va falloir faire du nettoyage, et puis après, réaider un peu le global. Donc voilà, donc là, ça c'est un super zapper. Donc rapidement, bon, c'est jusqu'à 1 milliard, vous n'avez pas de porteuse, donc en fait, vous avez la lumière qui va clignoter en fonction de la fréquence. Et puis en fait, à partir de 1000 Hz, vous avez une porteuse de 500 kHz. Donc c'est la porteuse, ça veut dire que ça va être le signal sur lequel on va moduler pour envoyer les fréquences. Et dessus, on va envoyer les fréquences de 1000 Hz à 900 000 Hz. Donc les expositions maximum, c'est bien de le rappeler, ces machines sont assez costauds. Normalement, c'est maximum 1h30, maximum. Et idéalement, plutôt 60 minutes, parce que c'est quand même des machines qui dépotent en termes d'électromagnétique. Et votre corps humain, il y a un moment donné, même si on est là pour l'aider, il ne faut pas non plus que ça devienne que les champs électromagnétiques deviennent négatifs pour le corps humain. Donc il y a quand même un temps d'exposition maximum à respecter pour le patient, et je le rappelle aussi quand même pour le thérapeute. Et donc voilà, vous avez une lampe ici qui est omnidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle va envoyer en fait
pareil partout. Il n'y a pas de directionnalité, qu'on soit devant, derrière. Et voilà, bon, il faut garder une distance d'1 mètre parce que quand vous êtes trop près de la machine, il y a le système électromagnétique, il y a le système de la haute tension qui va allumer ça. Merci Michel. Et donc qui va, parce qu'en fait pour faire arriver à ce genre de résultat, il faut quand même avoir beaucoup d'intensité. Et donc quand vous êtes trop près de la machine, vous êtes en fait dans les champs de la haute tension de la machine qui ne sont pas très bons, voire assez mauvais pour le corps. Donc on garde 1 mètre de distance. Et sachant qu'à 2 mètres, on est complètement dans le champ électromagnétique de la lampe. Donc voilà, la zone utile, c'est 1 mètre, 3 mètres. C'est général, donc voilà, c'est ce que j'ai marqué, c'est qu'en fait, on est sur les travaux principalement de Clark, mais avec l'approche de Riff au niveau de la partie plasma. Et alors la chose qui est très importante, alors ça parlera peut-être à ceux qui font du son ou qui sont électroniciens, c'est l'amplification. On va faire rapide, mais dans cette machine, ça s'est fait par transistor. Alors, faut pas que je dise de bêtises, parce que si Erwin est là, qui est le constructeur, il va me taper. Il n'est pas là, c'est super. Parfait. Donc, c'est fait par transistor. Donc, les transistors, je ne suis pas électronicien, je vais vous donner les grands aspects. Hein. Les transistors ont une bonne distorsion linéaire, mais une mauvaise distorsion harmonique. Et dans le son, quand vous avez des amplificateurs, pour ceux qui sont un peu qui aiment la hi-fi, en général, on aime moins ce genre d'amplification parce que ça donne un son qu'on dit, ça donne des harmoniques impaires et ça donne le son qu'on appelle un peu froid, donc un peu dur, un peu métallique. Bon, là, on ne fait pas du son, hein, mais voilà. Et donc, ça a une durée de vie assez large, 10 ans, mais je veux dire, vous n'avez pas de problème avec ce type d'amplification, ce qui ne sera pas le cas de l'autre. Donc voilà, et le RPZ15, donc ça a duré un déplacement précis, fluide et lent de la fréquence de sortie. Cela garantit une destruction immédiate et ultérieure des pathogènes après alors je ne lis pas les prises, après avoir atteint sa fréquence MOR. Donc c'est le système qu'on va utiliser avec ça, c'est-à-dire qu'on va mettre en résonance. En fait, tout simplement, ça va être le même principe que le verre. On va faire vibrer le verre et en fait, on va mettre le verre va générer une fréquence. On écoute cette fréquence, on régénère la fréquence, exactement la même fréquence. Et en fait, le verre va rentrer en résonance, donc le pathogène va rentrer en résonance. Et en fait, il va éclater comme un verre. Et donc, c'est comme ça qu'on va tuer du pathogène. Et évidemment, ça va aussi causer les toxines, puisqu'il faut bien après que votre corps se débarrasse de tout ça. Donc c'est le principe de ces appareils-là, c'est la MOR, ce qu'on appelle la Mortality Oscillation Rate. Donc ça, c'est celui-là, vous le connaissez. Bon, on fait un peu rapide niveau technique. Et maintenant, on va comprendre celui-là. Pourquoi il fonctionne différemment et pourquoi c'est pas les mêmes. Finalement, on est sur 2 machines différentes. Erwin m'avait dit quand j'avais commencé, tu verras, c'est un peu comme des instruments, on apprend à en jouer. Et au début, je le regardais en me disant, mais c'est une machine, qu'est-ce qu'il me raconte ? Machine, il y a des boutons, on appuie. Et puis je l'ai utilisé, j'ai un peu compris. C'est en effet des machines qu'on apprend à utiliser, qu'on apprend à comprendre. Et il y a cette dimension instrument, c'est-à-dire que les violons ont plus ou moins sonné pareil, mais vous allez apprendre vraiment avec l'expérience à comprendre vos machines. Le meilleur exemple, c'est par exemple le F-Scan, où j'utilise plus du tout le F-Scan maintenant que quand j'ai commencé il y a plus de 2 ans. Donc là, on est sur un générateur de fréquence sinusoïdale. Donc déjà, on n'est pas dans les ondes carrées. Donc déjà, sur la fréquence de base qu'est émise cette machine, c'est complètement différent. Cette machine nécessite un PC, c'est-à-dire qu'elle n'est pas autonome comme celle-là. C'est-à-dire que là, si celle-là, vous voyez des programmes qu'on peut mettre dedans et ça marche tout seul. L'autre nécessite vraiment un PC. Sans le PC, ça ne marche pas. Donc bon, c'est des détails, mais ça joue quand même. Et, chose importante, elle a une fréquence porteuse de 3,2 MHz. Alors, ça, c'est très important, parce que c'est ce qui va faire vraiment la différence du Laton, parce que c'est la fréquence qu'utilisait Riff. C'est la fréquence dans les recherches de... Comment il s'appelle ? Celui qui travaillait sur le... qui a fait un TED Talk sur le cancer, etc. Au Canada, le nom va me revenir. Et c'est la fréquence sur laquelle travaillait... ça va me revenir. Il travaillait en fait sur les mêmes choses, mais sur une fréquence de 27 MHz, ce qui est Anthony Holland. Merci. Anthony Holland qui travaillait sur les fréquences, donc sur le même système, mais 27 MHz, parce que le Canada autorisait que cette fréquence-là dans la diffusion. Et donc, le problème, c'est que les résultats ne sont pas les mêmes du tout. Et la fréquence de la porteuse de 3,2 MHz a vraiment un effet de résonance avec le corps humain qui est importante. Donc, cette fréquence-là est importante, d'autant plus importante que le système de la tonne, en fait, comme vous êtes une antenne, quand moi j'arrive et je me mets proche de la machine, finalement, n'oubliez pas, je suis un émetteur-récepteur, comme votre antenne de voiture. Et en fait, ça envoie un système électromagnétique. Donc finalement, je vais le recevoir, mais comme une antenne, je vais aussi me charger de ça. Et puis indirectement, je vais faire un effet miroir. Donc, quand je m'approche de cette machine, finalement, j'impacte indirectement la machine parce qu'il y a un effet aller-retour.
Et pour garder cette onde de cette fréquence porteuse de 3,2 MHz, ce qui est important, dans la tonne, vous avez un système, un petit disque qu'on voit, qui va en fait en temps réel s'ajuster, qui va regarder. Et donc quand on va se balader autour de la machine, le disque va regarder si la porteuse bouge, parce que vous influez sur la machine, et va toujours s'ajuster parce que cette fréquence-là est vraiment importante. C'est pas juste on a choisi ça comme ça. Et on va fonctionner sur le système des harmoniques. Alors, quand on travaille dans les fréquences, on sait que les harmoniques sont fondamentales. C'est parce que les harmoniques, finalement, on a la fondamentale et après on a la multiple harmonique. Et dans le corps humain, c'est comme ça qu'on va avoir beaucoup de résultats, c'est en travaillant sur les harmoniques. Si j'y pense, on en reparlera avec les systèmes de Lakowski à la fin. Donc voilà, donc là sur celui-là, en fait, j'aurais pu vous faire la photo, mais on va avoir en fait une espèce de sapin de Noël avec 4 fréquences au-dessus, 4 fréquences en dessous. Ça va faire avec la porteuse au centre. Et on voit très clairement, c'est-à-dire on pourrait faire avec celui-là, il y a des petits systèmes, on se met à côté, et puis on voit en fait vraiment ce qui se passe au niveau électromagnétique. Donc très clairement, on peut, voilà, j'aurais dû le mettre, voilà, ça sera pour la prochaine fois, mais on peut mettre en fait le résultat de ces machines pour voir ce qui se passe vraiment. Donc là, sur celui-là, on a une lampe directionnelle sphérique. Donc vous avez l'anode, la cathode. La cathode est à 45. Et en fait, ça fait que dans cette machine-là, finalement, le champ le plus important est en fait à 45 degrés de la machine. Donc on met toujours la machine un peu de biais parce qu'elle n'est pas omnidirectionnelle et qu'on cherche à ce que la personne soit dans le champ le plus important. Et on va travailler avec 2 bandes de fréquences qui sont la largeur audio donc de 1 à 30 kHz. Et puis la bande plus connue de 100 kHz à 600 kHz qui sont plus en correspondance avec les travaux de Vertesi. On a le même principe que l'autre machine, vous restez à 1 mètre de distance parce que vous ne voulez pas la haute tension. Là, on est sur une exposition qui est plutôt autour de 40 minutes. J'ai tendance à faire 1 heure, mais bon, voilà, la question qu'il y a dans les fréquences, c'est d'optimiser le temps et les fréquences, parce que vous pouvez faire en fait des kilos de fréquences et ça peut vous durer 6 heures, 8 heures, 10 heures. C'est pas forcément intéressant. Ce qu'on cherche plutôt, c'est à cibler les bonnes fréquences et en fait à arriver à faire des séances qui soient cohérentes. Donc souvent le délai déjà d'1 heure, c'est un peu long. Donc on essaie de trouver. Il faut en tant que quand vous faites des fréquences, que vous soyez thérapeute ou même pour vous, il y a vraiment cette notion d'optimiser. Parce que sinon, vous prenez des banques de fréquences et puis vous tartinez des fréquences en pagaille, puis vous allez voir 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est, à mon sens, il faut quand même essayer de cibler un maximum. C'est comme ça qu'on a des résultats. Donc là, la grosse différence, c'est que là-dessus, on a une amplification par tube. Donc ceux qui connaissent les anciens systèmes d'amplification vintage des années 80, là, pour ceux qui aiment bien les compresseurs à lampe et tout, et ben c'est le même principe. C'est-à-dire que vous avez la lampe qui s'allume, qui n'est pas la décoration, et ça va s'amplifier par un système analogique. À l'inverse, donc là, vous avez une mauvaise distorsion linéaire, mais par contre une excellente distorsion harmonique. Et donc, par contre, vous êtes sur des harmoniques paires et un son qu'on appelle plutôt chaud. Alors, le problème de ça, c'est que ça a une durée de vie, c'est que c'est fragile et c'est un peu la problématique de ce type de machine, c'est que de temps en temps, vous devez remettre les mains dedans parce que la lampe, c'est un élément fragile de cette machine. Mais elle a quelque chose de fondamental, c'est qu'elle travaille sur des harmoniques paires. Et comme on en reparlera peut-être, la notion d'harmonique est très importante dans les systèmes fréquentiels. Et donc là-dessus, on va travailler sur les pathogènes, la technique MOR qu'on a vu avant, et aussi sur l'ADN. Alors, l'ADN. En général, quand je dis aux gens, on va travailler sur votre ADN, j'en ai un ou deux qui se lèvent le canapé et puis qui s'en va, parce qu'ils se disent, tu touches pas à mon ADN. Ce que je peux comprendre, ils ont raison. Et je leur dis, écoute, la bonne nouvelle, c'est que je ne touche pas à l'ADN du corps humain, c'est pas l'enjeu. On travaille sur l'ADN, bien sûr, des pathogènes. Donc de toute façon, on ne peut pas travailler sur l'ADN du corps humain, parce que, alors, je crois que je reparle après. Oui, on va en reparler après. Voilà, donc rassurez-vous, on ne travaille que sur les pathogènes. C'est vraiment ces machines-là ne travaillent que sur les pathogènes. On ne travaille pas sur le vivant. Donc, comment on calcule ces fréquences ? Parce que pareil, les fréquences, vous avez vu, on a pléthore. Donc, pourquoi ce chiffre, pourquoi pas un autre ? Donc, il va bien falloir trouver ça. Et donc là, en fait, on va tout simplement se baser sur il y a une base américaine, NCBI, dans laquelle vous avez une référence complète de tout ce qui existe, et qui va vous donner très simplement en fait la liste en fait des longueurs d'onde, donc qui est basée sur le nombre de paires d'ADN. Et en fait, à partir d'un calcul un peu complexe, puisque les fréquences sont aussi calculées par rapport à certaines machines, c'est important. Vous avez un violon qui est en 440,
Vous n'allez pas jouer les mêmes fréquences et les mêmes notes que si vous avez un violon qui est en 432, en 429, etc. Donc, le fonctionnement de la machine joue aussi sur comment vous allez adapter cette fréquence. C'est important. En pratique, on va détruire la connexion des paires de bases de l'ADN ou détruire la nucléotide de l'ARN, un CGU. Alors bon, je ne vais pas vous casser la tête avec l'ARN et l'ADN. Pour faire simple, en fait, il y a l'ADN, l'ARN c'est les brins dedans. On va en fait casser au niveau de l'ADN ces brins-là. Et donc le principe qu'on va faire, c'est qu'en travaillant sur l'ADN, on ne tue pas le pathogène. C'est important. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas tuer le pathogène, je ne fais pas exploser la cellule comme le système MOR. Je vais simplement, en cassant ce système-là, casser la fonction de reproduction du pathogène. Donc, en fait, l'idée, c'est que le pathogène arrête de continuer à prendre de l'essor dans le corps, et au bout de 24-48 heures, en fait, l'idée, c'est que le pathogène arrête cette évolution. Donc, en fait, on est dans une logique. Il y a deux logiques. Un, c'est contrôler le développement du pathogène. Deux, c'est le tuer. Et dans certains cas, on n'a pas forcément envie de le tuer. Je veux exemple d'une tumeur au cerveau, ça dépend ce que vous voulez faire. Et donc ça ne tue pas directement les pathogènes, et donc ça aussi, ça limite les toxines, puisque quand vous tuez les pathogènes, après, il y a du déchet, donc on peut le voir au microscope, on voit tout d'un coup que la guerre nucléaire est passée par là, et puis il reste du monde par terre. Donc il faut nettoyer tout ça, c'est le travail du corps humain. Là-dedans, finalement, dans cette méthode-là, on ne tue pas directement le pathogène, on limite son développement. Donc là, je vous ai donné une liste un exemple. Il y a une liste de 800 fréquences et dans lequel on a beaucoup de pathogènes, divers et variés, des plus connus aux moins connus. Là, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on a. Donc voilà, les coronavirus, on va en avoir un certain nombre en fonction des variants, etc. Et donc, on va travailler en fait sur cette liste-là. En fait, on va travailler. Et là, vous venez de comprendre un élément important, c'est que vous venez me voir et vous me dites, voilà, moi j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal au... Putain, 10 minutes. Il va falloir aller vite. Et moi, il va falloir que j'aille après comprendre Il va falloir que j'aille comprendre après sur quoi on va travailler. Donc ça va être l'enjeu d'aller justement cibler tout ça. Et là, il y a un vrai travail, parce qu'on va travailler avec la base de Vertesi, on va travailler avec plein de méthodologies dont je vais vous parler rapidement après, pour aller justement être pertinent et efficace. Parce que comme il vous l'a dit David, il y a le système du corps humain, mais il faut comprendre le corps humain, il faut comprendre sur quoi on va agir pour que la fréquence soit pertinente. Parce que vous n'allez pas mettre la liste complète, c'est pas possible. Donc, alors on va faire rapidement comprendre l'interaction des CEM sur le vivant. Donc les champs électromagnétiques plasma vont interagir sur l'hémoglobine et les nanobioaimants. C'est les travaux de Kirschvink. Erwin a fait une excellente conférence, mais vraiment extraordinaire sur ça. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que avec ça, vous comprenez pourquoi ça marche en fait. Pourquoi ? Parce que vous avez ce cristal de silicium au cœur de la cellule, et vous comprenez que la cellule, finalement, la partie externe fonctionne comme un condensateur. Et donc on comprend en fait pourquoi le corps humain marche sur du système, par exemple, purement magnétique comme des cubes, ou sur des systèmes plasma ou électriques ou en tout genre. Parce que vraiment, on comprend le fonctionnement dans le dur. Il y a des limitations, il faut en parler aussi. Les gens qui ont de l'arthrose, rhumatisme et les autres maladies liées au cartilage, par exemple, et ça, très honnêtement, il faut se le dire, c'est pas avec les champs électromagnétiques que vous serez le plus pertinent. Pourquoi ? Parce que dans cette zone-là, il n'y a pas d'hémoglobine, il n'y a pas de nanobioaimants. Donc vous avez un problème sur les cartilages, les disques qui sont écrasés derrière, etc. Vous pouvez faire autant de fréquences que vous voulez. C'est pas ça qui va vous remettre le cartilage. À l'inverse, il y a des travaux, alors je ne sais pas ce que fait les FSM dessus, mais peut-être que ça peut aider. À l'inverse, par exemple, ça, j'ai des retours directs de l'hydrotomie percutanée de Quinton. Donc on va injecter du sérum de Quinton en sous-cutané. Alors évidemment, c'était autorisé il y a quelques années, c'est devenu compliqué, comme beaucoup de choses. Il y a une guerre, il faut se dire quand même, parce qu'il y a une guerre invisible qui existe. Elle n'est pas visible, mais elle est bien présente. Et donc là-dessus, par exemple, ils ont contacté la personne qui gérait ça en France, qui avait tout le monde, qui développait ça en France, avec des super résultats, puisqu'on peut quand même passer des systèmes de disques de cartilage qui vont passer de 10 à 15%, qui vont remonter peut-être à 30-40%. Donc vous n'aurez pas un 100%, mais quand vous avez plus de cartilage déjà remonté à 30-40%, c'est extraordinaire. Et croyez-moi, ceux qui ont mal au dos, ils font la différence. Donc voilà, et on l'a contacté, on a pris son portable, et on a envoyé à tous les gens qui étaient dans son portable que c'était interdit, et que s'ils le pratiquaient, c'était hors la loi. Bon, voilà, ça c'est un retour d'information direct, donc ça vous donne un peu l'exemple malheureusement. Et donc voilà,
quand j'ai des gens qui viennent me voir, notamment pour les cancers, évidemment je ne travaille pas sur le cancer, je ne suis pas médecin, on ne travaille pas directement sur le cancer, puisque le cancer, il ne faut pas l'oublier, c'est des cellules humaines, c'est des cellules eucaryotes, c'est vos cellules en fait. Donc c'est ce qu'on va faire, la radiothérapie. C'est des rayons ionisants radioactifs, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez, ça détruit tout, hein, les bonnes comme les mauvaises, et c'est ce que fait la médecine traditionnelle. Et donc, on ne fait absolument pas ça. D'ailleurs, ça serait totalement illégal et interdit, donc on ne fait absolument pas ça. On va travailler sur les cellules prokaryotes, donc les pathogènes, donc les virus notamment, dans le cas du cancer, ce qu'on a les virus oncogènes, les virus qui sont responsables de ça. Donc, on va faire vite, mais ça va être le travail de travailler, par exemple, sur rétablir la fonction d'apoptose et donc indirectement la phagocytose. Pour ceux qui connaissent, et pour faire très simple, en fait, dans la cellule, vous avez un système extrêmement intelligent parce que le corps humain est le meilleur médecin. Et en fait, quand la cellule n'est plus viable, elle a un système automatique qui fait qu'elle a compris qu'il fallait y aller, mais en fait, elle a un système d'autodestruction programmée. C'est le système d'apoptose. Et les virus oncogènes, en fait, cassent ce système d'autodestruction pour en fait utiliser la cellule comme un vecteur et vivre dessus. Et c'est pour ça que vous avez en fait de développement de tumeurs, de nécroses, etc. C'est qu'en fait, la fonction du corps humain en fait traditionnelle a été un peu biaisée. Et derrière, vous avez donc le travail des macrophages, qui sont le travail, donc la phagocytose, qui en fait va travailler avec la mort cellulaire pour le nettoyage. Tout ça, c'est votre corps humain, ça le fait tout seul, vous ne réfléchissez pas, ça marche très bien. Et quand il y a un dérèglement, c'est de comprendre comment on peut simplement aider le corps humain sur ce dérèglement pour qu'en fait, à la fin, le corps humain reprenne son rôle de base. Parce que toutes ces machines, finalement, le but, c'est pas de vivre avec H24. C'est vous avez un problématique, ça vous aide, et après, votre corps humain reprend la main. Alors, l'expérience Atone en France, donc c'est ça que je vous parlais, en fait, vous parlez finalement de retour d'expérience, parce que finalement, c'est ce qui est le plus important. Et la première, parce qu'il y a 2 atones en France, donc moi j'ai commencé à utiliser ça. Il y en a un deuxième qui est chez un médecin qui a des problèmes dont on ne parlera pas, mais qui pour le moment ne peut absolument pas se permettre de sortir cette machine. Donc pour le moment, voilà, en tout cas c'est la première qui tourne. Et l'idée c'est vraiment de faire un retour le plus honnête et le plus sincère de moi, ce que j'ai pu faire ça. Alors je ne suis pas médecin, je ne fais pas ça à plein temps, et je fais ça en partie à côté. Donc j'ai pas énormément de gens, mais par contre les gens que j'ai, je les accompagne de manière très sérieuse. Donc on essaie de travailler comme ça, et puis évidemment avec la disponibilité des gens. Alors il y a des gens qui sont dans la salle, qui sont ici, donc si je dis des bêtises, ils vous le diront peut-être. Voilà. Évidemment je cible personne, il n'y a pas de nom, et il y a une personne qui a même accepté de partager avec vous des données des hôpitaux, donc c'est très bien parce que ça me permet de montrer du concret. Donc, il y a une personne qui est venue me voir au début sur la maladie de Lyme. Alors, la maladie de Lyme, il faudra en parler parce que c'est une maladie complexe. C'est une maladie dans laquelle il y a plein de cofacteurs, dans lequel il y a, en fait, pour faire simple, Bartonella, Babesia et Borrelia. Et le problème de ces choses-là, c'est que quand vous regardez la liste, les déclinaisons sont longues. C'est-à-dire Borrelia, Babesia et Bartonella, pareil. Donc, vous ne pouvez pas tout travailler. Vous êtes obligé de cibler. Et il y a un vrai problème sur la maladie de Lyme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Milbert, qui est parti en Suisse, qui dit que, en fait, elle pense qu'il y a plus l'épidémie, enfin, les problèmes de Lyme sont plus importants que ce qu'on a pu dire sur le sida. Bon, sida, il faudrait en parler, mais voilà, à l'époque. Et que c'est quelque chose de beaucoup plus généralisé qu'on le croit. Et la maladie de Lyme a un problème principal, c'est les tests. C'est-à-dire qu'en France, vous avez un test qui est plus ou moins valable, qui est à Nice. Quand je dis plus ou moins, c'est que les résultats sont à peu près corrects. Mais par contre, vous avez énormément de gens qui vont faire des tests sur Lyme, dans un hôpital du coin, machin, et on vous dit non, vous n'avez rien, c'est bon. C'est complètement faux, c'est qu'en fait, vous pouvez l'avoir, c'est juste que le test, il va vous donner le résultat de ce qu'il regarde. Donc si je regarde chez vous qu'une partie, je vous dirai, dans cette partie-là, il n'y a rien. Mais s'il ne regarde pas l'ensemble, il ne pourra pas vous dire il y a d'autres choses. Et les bons tests, il y a des super laboratoires qui existent, mais c'est Belgique et Allemagne. Donc, c'est compliqué la maladie de Lyme, il y a beaucoup de cofacteurs, et c'est un travail de long terme. Avec cette personne-là, je vais essayer de faire vite, on a travaillé sur 15 sessions, donc on n'a pas pu terminer parce qu'elle a déménagé, et de ce qu'elle me dit, moi je ne fais que reporter le truc, elle a eu une vraie amélioration, c'est-à-dire qu'elle a eu des soulagements articulaires, ça allait mieux, elle dormait mieux, donc il y a eu une plus-value. Je pense qu'il aurait fallu, à mon avis, peut-être encore 5 à 10 sessions pour terminer. Mais Lyme, c'est quelque chose de long et compliqué. Bon, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, c'est dommage, parce que moi, ça m'aurait intéressé de savoir au bout de combien de temps on arrive à la fin de ça, mais voilà.
La deuxième personne, c'est un... Alors, il faut dire que depuis que j'ai cette machine, je ne fais zéro pub. J'ai des gens qui m'ont qui m'ont contacté. Cette personne-là, c'est pas une blague, hein. Une semaine avant que je reçoive la machine, elle me contacte, elle me dit je cherche un plasma sur Paris. Bah écoute, j'en rentre un. Voilà. Et j'ai des gens qui m'ont contacté toujours de manière, je ne sais même pas trop comment. Et ça s'est fait en fait de manière avec une synchronicité qui est étonnante. Et dans tous les cas que j'ai eus, je n'ai eu que des cas extrêmement complexes. C'est-à-dire je n'ai absolument pas de cas simples. Des gens qui me disent voilà, j'ai un petit truc et on règle ça. J'ai des cas très compliqués dans lesquels il y a de la recherche et dans lesquels souvent il y a aussi des gens qui malheureusement sont un peu issus de l'errance médicale parce que ça existe. Des gens en fait qui, moi j'en ai un, ça fait 30 ans, hein, qu'il a fait tous les trucs de Pasteur à tous les hôpitaux de Paris. Par exemple lui, et lui il est dans une errance médicale totale. C'est-à-dire que démerde-toi. Donc il y a aussi des gens qui finissent par chercher tout ce qui peut exister, qui arrivent sur ces technologies-là, sur le DMS, sur le CDS, sur les FSM, etc. Parce qu'en fait ils cherchent des solutions tout simplement. Donc elle est venue avec un carcinome épidermoïde. Et en fait, ce que je vous dis, c'est aussi ce qu'elle m'a dit. Elle a vu deux oncologues qui lui ont dit sa petite fille était enceinte. Pardon. Et deux oncologues lui ont dit en fait, sa petite fille devait avoir sa fille devait avoir une petite fille en février et en fait en novembre 2024. Et il y a deux oncologues qui lui disent tout simplement vous ne verrez pas votre petite fille. Voilà. C'est la sympathie de la médecine traditionnelle. Et donc, elle est venue me voir en fait en me disant ça, donc ça m'a un peu touché. Et je lui ai dit, bah, écoute, on va faire ce qu'on peut. Et la bonne nouvelle, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, parce qu'en fait, elle est en vie, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. On est en juin en fait, et aujourd'hui, en fait, le cancer s'est stabilisé et il y a encore du travail de fond, mais tout va bien et elle est en vie. Et c'est un cancer extrêmement agressif, extrêmement compliqué, et en plus dont la fin est délicate, parce qu'en fait, tout simplement, en fait, vous pouvez plus respirer, quoi. C'est un cancer par étouffement à la fin, puisque c'est vraiment au niveau du larynx. Donc c'est très compliqué. Et alors lui, elle j'ai sorti la totale, c'est-à-dire que je l'ai aussi envoyé chez un ami qui travaille sur Lakowski pour qu'on travaille aussi de manière complémentaire. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, 6 mois après, en fait, pour le moment ça va et je trouve qu'on est en phase, en tout cas, qui est ça se dégrade pas et à mon avis, d'ici peu, on va commencer à inverser la tendance. Ça, c'est un travail qui est un peu long, mais c'est aussi un cancer dans lequel, finalement, c'est très compliqué parce qu'on partait de très bas. Je vais parler rapidement. Alors ça, on va en parler rapidement. Voilà, donc lui, il a une fibrillose lymphatique depuis les années 90 suite à des choses qu'il faisait à Tahiti. Il est revenu avec. Et en fait, zéro solution. Donc en fait, là, on a travaillé la filariose. Aujourd'hui, ça évolue. Il dort beaucoup mieux, ça va mieux. Il y a des choses qui n'avançaient pas. Et je lui ai dit, à mon avis, il y a d'autres problématiques. Et souvent, dans les maladies, il y a beaucoup de cofacteurs. Donc c'est rare de dire, on a un truc et c'est réglé. Et donc je lui ai dit, va faire des tests de Lyme, parce qu'il y avait des choses qui me pistaient là-dessus. Et ça n'a pas raté. Il est positif sur plusieurs trucs de Lyme. Donc on va attaquer Lyme chez lui. Et Lyme, c'est encore un peu long. La dernière personne, on va en parler juste de la sarcoïdose pulmonaire, on va détailler juste après. La patiente donc elle est venue avec différentes problématiques au niveau de la peau et au niveau aussi des vertèbres derrière, en fait, des problèmes de dos. Et ça, c'est intéressant parce que on est arrivé au diagnostic de la spondylarthrite ankylosante. Il faudra en reparler rapidement sur deux éléments, le travail avec le scan et le travail aussi avec l'IA, dont j'aimerais parler rapidement après, parce que je pense que finalement, en fait, il faut utiliser tous les outils qui existent aujourd'hui pour essayer d'être le plus pertinent. Et donc, en fait, tout simplement, j'ai discuté avec elle, je lui ai dit, c'est marrant parce que ce que je cherche dans le scan avec Vertessier, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu confirmer, donc je suis allé mettre deux, trois trucs dans l'IA pour dire, tiens, qu'est-ce que tu en penses, sans donner de réponse. Et les deux m'ont dit spondylarthrite ankylosante. Et j'ai dit, va voir les médecins, et puis demande, fais des tests, regarde avec eux, c'est pas mon travail. C'est le leur. Et en fait, il se trouve que, ce qu'elle m'a dit encore récemment, a priori, ils ont bien validé que c'était une spondylarthrite ankylosante. Donc, ça veut dire qu'on arrive à avancer sur le diagnostic aussi de ce côté-là. Je vais vous parler de ce cas-là un peu plus détaillé parce que cette personne a accepté de partager avec vous les comptes rendus. Donc, c'est une femme qui avait une sarcoïdose, c'est la sarcoïdose pulmonaire neurologique. Donc, vous voyez, encore un truc sympa. Enfin voilà, pour faire simple, elle était assez infectée au niveau des poumons. Et donc, elle, on a travaillé. Maintenant, on doit être un peu moins d'une dizaine de séances, mais ça, c'est le résultat. J'ai regardé, j'ai vérifié les dates qu'on a eues en fait en 5 séances. Pareil, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé pour comprendre, parce que moi, je sais pas, j'apprends. Je suis quelqu'un qui regarde et qui apprend.
Et je lui ai dit, c'est marrant parce que tu devrais quand même aller demander à un médecin d'aller faire des tests. Regarde une liste de pathogènes, j'en ai donné 4, 5 je crois. Et va faire des tests en laboratoire pour voir ce qu'il y a. Parce que je pense qu'il faut chercher là-dedans. On est revenu avec 3 sur 5 positifs. Donc là, c'est super. On sait ce qu'on travaille, on travaille ça directement. Au bout de 5 séances, voilà le compte-rendu de l'hôpital. Franche amélioration des différents examens. TEP scan qui retrouve une bonne réponse métabolique partielle de l'atteinte inflammatoire, que ce soit au niveau ganglionnaire ou pulmonaire, sans nouvelle lésion. Hypermétabolique pathologique. Les EFR retrouvent une amélioration de CVL de 8 points, etc. etc. Bon, c'est ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est le test des tests respiratoires pour voir comment vous réagissez, parce que c'était au niveau des poumons. Donc, pour voir si votre corps en fait, assimile bien l'oxygène, etc. et vos tests respiratoires. Et à la fin, donc ce qu'ils disent, pour faire simple, c'est qu'il y a une évolution en fait. Voilà, amélioration de CVL 8 points, VEMS 6 points, DLCO 11 points. Et elle a accepté de me partager le TEP scan. Donc ça, c'était elle début 2024, au début. Ça, c'était quand elle a commencé en fait, à monter pas mal en fin 2024. Ça a commencé à devenir assez important au niveau de son corps. Et ça, c'est le résultat qu'elle a eu fin avril. Donc c'est un résultat après 5 séances. Les médecins étaient tellement contents qu'ils ont voulu lui tripler toutes les doses de ce qu'ils donnaient, parce qu'ils ont trouvé ça génial. Tant mieux. Allez, je vais faire rapide parce que sinon Michel va me taper dessus. J'aimerais parler un peu de l'IA. Alors c'est un sujet qui divise, c'est un sujet dans lequel certains vont pas forcément être d'accord avec moi et vous avez le droit. Mais pourquoi je vous parle de l'IA? Parce qu'il y a des choses qui sont positives et des choses qui sont négatives. C'est un couteau. Et avec un couteau, vous pouvez couper du pain, vous pouvez tuer des gens. Donc on va essayer de couper du pain. Là, je vous ai listé les grandes IA, il y en a plein. Là, je vous ai ChatGPT, Gemini, c'est Google, Grok, c'est X, Mistral, c'est le truc français. DeepSeek, c'est chinois, et Claude, c'est anthropique. Voilà. Mistral, d'ailleurs, un des cofondateurs qui était présent à Bilderberg. Voilà. L'IA, un nom trompeur. Alors, j'aimerais juste qu'on dise très simplement ce qu'est l'IA et ce que n'est pas l'IA, parce qu'il y a vraiment un délire autour de l'IA qui me fatigue. Et je pense que c'est bien de dire que l'IA, soyons très clairs, n'est pas intelligente. L'IA est bête. Une IA, le nom n'est pas bon, il n'y a pas d'intelligence et elle n'est pas artificielle. Et si vous voulez me dire, mais non, mais attendez, elle me sort des trucs extraordinaires quand je lui parle, c'est génial, etc. Là, je vous prends un exemple très concret de pourquoi une IA est profondément bête, parce que ça, un enfant de 5 ans le comprend. Ça, une IA ne le comprend pas. Donc j'ai joué avec monsieur et madame ont un fils avec l'IA, donc je lui ai demandé, voilà... Voilà, monsieur et madame Nana ont un fils, comment s'appelle-t-il? C'est la question que je pose à l'IA. L'IA me répond Léo Nana. Bon, pas compris. Je lui dis non, elle s'appelle Judas. Judas Nana. Bon, vous avez compris. Hein. Bien joué. Il me répond Judas Nana, j'en ai rien à. J'ai pas compris parce que Judas Nana dans le baba, j'aurais compris. Mais j'en ai rien à carré, je sais pas, j'ai pas compris. Bon, voilà. Tu vois la suite? Non, je la vois pas. À ton tour, avec plaisir, monsieur et madame Tisseur ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? J'en sais rien. Elma Tisseur, Elma Tisseur, ça sonne comme elle m'a tissé un truc avec l'indice Marvel, tu penses à Spider-Man. Alors, si ça vous fait rire, tant mieux, moi, je n'ai pas compris. Donc ça vous prouve qu'une IA n'est pas intelligente, parce que ça, un enfant de 5 ans le comprend, Judas Nana. Pas une IA. Voilà, Donc, c'est les limites de l'IA. L'IA vous donne l'impression que c'est extrêmement intelligent, mais il ne faut pas oublier comment ça fonctionne. Alors, je vais faire très vite, parce que je vais me faire taper sur les doigts. On nourrit l'IA, donc en fait, bon, alors je vous ai vous expliquer comment fonctionne une IA dans les grandes lignes, mais pour faire simple, sans aller trop dans les détails, en fait, une IA va fonctionner sur une énorme base de données, et on va la nourrir, en fait, c'est-à-dire qu'on va lui donner à manger, et en fait, elle va être capable de sortir des choses par rapport à cette base. Si vous avez une base de données qui est mauvaise, vous avez peu de connaissances. Par exemple, si je parle des FSM à une IA où il n'y a sans doute pas énormément de données des FSM sur Internet, il y a beaucoup de chances qu'une IA sorte des bêtises. Si vous sortez des choses qui sont ultra connues, de la littérature en pagaille, etc., médicale et tout, et qu'il y a beaucoup de données, à ce moment-là, l'IA pourrait être pertinente. Mais elle est pertinente parce qu'il y a de la donnée, pas parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle reprend la donnée. Et les IA sont à la base des outils, on oublie beaucoup, sont des outils de prédictif. C'est-à-dire que ce n'est pas un système d'intelligence, c'est un système qui était censé, à la base, les premières IA, il y a longtemps, était un système de prédiction des mots suivants, de la phrase suivante, de tout un tas de choses. Donc on n'est pas dans une notion du tout de quelque chose qui réfléchit avec la notion de tout ce que vous racontent les transhumanistes, ça va nous remplacer, on va devenir bête, voilà, machin, etc.
Souvent, le parallèle transhumaniste, c'est que la peur qu'ils ont fondamentale, c'est de mourir. Et donc, ils cherchent la technologie pour devenir immortels. Mais l'immortalité, à mon sens, ne se fera pas avec votre cerveau dans le cloud. Ça, c'est un délire transhumaniste dans lequel vous pouvez y croire, mais je vois pas du tout de... Enfin, ils feront sans doute des choses terribles, des trucs bizarres, des chimères, mais je crois pas du tout que ce sera le vecteur de 2050 et encore moins 2100. Donc, la donnée, c'est le carburant de l'IA. Donc, vous devez savoir quand vous demandez à une IA si vous êtes sur des sujets qui sont bien renseignés ou pas. Dans le médical, il y a quand même pas mal de choses. Donc, quand on cherche des maladies, c'est intéressant. Le deep learning, donc c'est l'utilisation des neurones, donc c'est ça, c'est l'apprentissage d'une IA, donc c'est tout le travail qui est fait en amont. C'est pour ça que vous avez différents modèles d'IA qui vont être plus ou moins bons dans le codage, la rédaction, etc. Donc ça, c'est des modèles de langage. Et voilà. Et donc, l'IA fonctionne sur le calcul des probabilités statistiques. C'est-à-dire que le mot qui arrive au fur et à mesure de la phrase, il arrive là parce que la probabilité que le mot suivant soit ça est de 99%. Et donc, ça marche comme ça. Il ne comprend pas la phrase qu'il dit. S'il vous dit comment tu vas, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est juste qu'il sait que cette phrase, il l'a vue de tonnes de fois et que cet enchaînement de mots a une probabilité statistique très importante. Donc voilà. Et après, vous avez un système de pattern learning. Donc ça veut dire qu'en fait, grosso modo, c'est des algorithmes qui vont apprendre à travailler pour faire de l'image, du son, etc. Ça, c'est un exemple que je vous montre pour vous expliquer que l'IA ne travaille que sur le mimétisme humain. Vous n'avez pas les travaux des humains, vous n'avez pas la rédaction, vous n'avez pas la musique, vous n'avez pas les images. Vous n'avez pas tout ce qu'ont fait les humains depuis des centaines de siècles. Vous n'avez pas d'IA, en fait. C'est parce que la base du travail de l'IA, c'est tout ce qu'a fait l'humain. Donc, il ne faut pas l'oublier. L'IA n'est pas intelligente sans l'humain. Elle n'est que le mimétisme de l'humain. Et donc, je me suis amusé à prendre une image de Titanic. Je n'ai pas les droits de cette image, évidemment. Ça ne m'appartient pas. Et je me suis amusé à la déclarer dans tout un tas d'auteurs, de peintres connus. Vermeer, Poussin, Raphaël, Michel-Ange, Miyazaki, donc, pour les dessins animés. Et puis j'en ai fait d'autres, Monet, Van Gogh, Picasso, voilà. Et vous verrez que l'IA est très pertinente. C'est-à-dire qu'elle m'a sorti des images. Quand vous connaissez Hopper, quand vous connaissez Basquiat, quand vous connaissez De Vinci, vous reconnaissez en fait ça. Vous reconnaissez la patte. Est-ce qu'elle sait ce que faisait De Vinci? Non. Est-ce qu'elle comprend comment payer De Vinci? Non. Est-ce qu'elle a compris en prenant tout un tas d'images de patterns en fait propres à De Vinci? Oui. Est-ce qu'elle l'a copié? Oui. Et Rembrandt, par exemple, c'est intéressant, elle me sort une image qui est noire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tableaux de Rembrandt qu'on a aujourd'hui sont tous relativement noirs parce qu'ils ont été mal conservés. Mais les tableaux de Rembrandt d'époque n'étaient pas comme ça. Donc elle vous donne en fait en plus l'image de Rembrandt qui est en fait propre à notre époque. Voilà. Toutes ces images finalement sont maintenant mes images, puisque c'est moi qui les ai générées. Voilà. L'IA n'est pas un terrain neutre. Alors on va aller très vite, mais je me suis amusé en fait à demander sur les IA finalement est-ce que les IA sont neutres comme elles vous le disent? La réponse est bien sûr non. ChatGPT, ça va être extrêmement démocrate. Il met démocrate modéré. Moi, je vous dis que c'est démocrate complet. C'est très libertaire. Ça défend un certain nombre de valeurs dans le wokisme. Grok, plutôt anti-wok, plutôt républicain. Gemini, ça va être aussi relativement démocrate. Anthropic, démocrate gauche. DeepSeek, qui me met non aligné, mais il me marque quand même censuré par le PCC, donc le Parti communiste chinois. Et Mistral, c'est relativement inclusif sur les valeurs européennes. Et j'ai demandé la modération. Alors, ils sont honnêtes, les IA, c'est qu'ils vous répondent. Modération, c'est la réponse de ChatGPT, ça. Il me dit, ouais, c'est très modéré. Il y a une grosse modération. Donc, il y a des sujets sur lesquels, en fait, tout simplement, vous devez savoir que quand vous parlez sur certains sujets, par exemple, je ne sais pas moi, des huiles essentielles à l'IA, directement, il va vous dire, ah, attention, c'est pas un truc officiel, etc. Vous devez le savoir, mais c'est pas grave. Vous pouvez l'utiliser, vous en avez conscience. Ça, c'est la réponse de Grok. Donc, lui, il me répond des choses qui sont relativement similaires. Et il va me dire, voilà, on va retrouver en fait dans les commentaires. C'est intéressant, réponse prudente, biais progressif sur les sujets sociétaux, sociaux, égalité, climat. Je n'ai pas demandé des choses sur le climat, mais il me dit que le climat, quand même, c'est tendu. C'est marrant. Pourquoi? Voilà, là, il me met censure forte sur les sujets sensibles en Chine. Donc, grosso modo, DeepSeek qui est chinois, sur les sujets chinois, ne sera pas forcément le plus pertinent. Et DeepSeek, lui, il est honnête aussi, il me dit évite les sujets sensibles en Chine. Donc non, pas sujet chinois. Et donc en fonction des IA, elles vont être plus souvent bon dans le calcul, dans la rédaction, dans le codage, dans les images, etc. Alors je vous mets ça, je vous mets Laurent Alexandre. Pardon de vous mettre ça. Vous pouvez me taper. Je n'ai aucune sympathie pour Laurent Alexandre et je pense vraiment que Laurent Alexandre fait partie des idiots utiles, ce que j'appelle de l'IA, c'est-à-dire qu'il vous vend un délire complètement virtuel de l'IA qui vous fait croire que machin, etc. Donc tout ce que dit Laurent Alexandre,
À 99%, je suis à peu près en totale opposition. Mais je vais vous partager le 1% qu'il a dit, qui n'est pas stupide, parce que là, il pointe un sujet qui est très important, et à mon sens, il vaut mieux en parler maintenant plutôt que d'en parler dans 10 ans. Donc, on va voir si ça... L'intelligence artificielle en médecine, dans mon métier, a 85% de bons résultats quand on lui donne un dossier médical compliqué. 85%. Quand on rajoute un médecin, le couple intelligence artificielle plus médecin spécialiste a 70% de bons diagnostics. Ça veut dire que rajouter un médecin qui a fait 10 ans d'études à l'IA, ça diminue les performances de 15%. Vous voyez que le combat pour être complémentaire de l'IA, il n'est pas gagné. Il va falloir profondément réformer la façon dont fonctionnent les universités et les écoles. Il va falloir changer la politique éducative. C'est un immense chantier que nous avons devant nous. Et je le répète, le fait qu'aujourd'hui, par exemple en médecine, dans toutes les études, IA plus médecin, c'est moins bien qu'IA toute seule, eh ben ça nous interpelle. Ça m'interpelle, moi, en tant que médecin. J'ai fait 11 ans d'études pour avoir la qualification en chirurgie, mais ça m'interpelle aussi pour le système de santé et bien sûr pour nos patients. Alors, ce que dit Laurent Alexandra, c'est très important parce que c'est pas un médecin. Enfin, en tout cas, je pense plus que ce soit un médecin. C'est un exilé fiscal qui avait monté une plateforme Doctissimo, voilà, qui allait faire du blé, enfin, qui allait ne pas payer de ce qu'il a gagné en Belgique, qui ne pratique pas vraiment la médecine et qui vient maintenant circuler sur les plateaux télé, vous raconter beaucoup d'idioties sur l'IA, etc. Mais il pointe un élément là, donc je pense que des fois même les gens qu'on n'aime pas, c'est bien des fois de s'intéresser à eux. Et il pointe un élément qui est important et que moi je vois et dans lequel je pense qu'il faut sensibiliser aujourd'hui, c'est que les médecins avec lesquels j'échange et je discute, j'en ai quelques-uns autour de moi, c'est tous des médecins qui ont 50 ans, 60 ans à la retraite. Tous. Et ceux que je vais voir, c'est le même âge. Et à l'inverse, il y a des médecins qui sont de la nouvelle génération, donc la génération plus jeune, les 30-40 ans, et là il y a eu une scission qui est évidente dans la formation. Et vous passez d'une médecine qui est du diagnostic, de l'humain, de la compréhension du temps, à une médecine qui est celle des mathématiques, des protocoles. On parle c'est pas une blague, ça. Il y a des médecins, quand vous prenez rendez-vous, ils vous disent un seul sujet sera traité. Donc vous arrivez, vous disiez j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. Oh non, mal à la tête, Doliprane. Le dos, vous reprenez, on en reparlera. Donc je ne vois pas comment on va fonctionner dans une médecine qui sépare tout, qui n'a pas une vision globale et dans laquelle, en fait, finalement, c'est de la médecine de protocole et ce que j'appelle la médecine de chiffres, ce qui, à mon sens, c'est l'opposé de la médecine. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans l'humain, on est simplement dans la quantité, le truc, voilà, on applique des choses, etc. Et ce que dit Laurent Alexandre ici est intelligent. Pourquoi ? Parce que si les médecins persistent, et je pense que les médecins qui sont dans la salle ne sont pas dans ce cas-là, sur cette voie de devenir des robots, l'IA fera mieux qu'eux, parce que l'IA a accès à une base de données qui est mathématiquement plus grande qu'eux, et l'IA sera capable, en fait, sans réflexion, puisqu'il n'y a pas besoin de réflexion pour l'IA, de se connecter à la base de données, de vous dire, voilà, les pathologies, c'est ça, les trucs, c'est ça, le médicament, c'est ça, et terminé. Et donc, j'encourage vraiment les médecins, justement, à revenir vers ce qu'est la médecine, c'est-à-dire la médecine, finalement, de l'humain, la médecine du diagnostic, la médecine de la compréhension, et aussi la médecine du temps. Ça prend du temps. Voilà pourquoi je vous ai partagé ça, pardon, pour Laurent Alexandre. Alors, rapidement sur les dangers de l'IA, quelques dangers rapides, c'est pas une liste exhaustive. Donc l'humain, on a tendance à dire dans les recherches spirituelles qu'on vient dans un monde d'illusions, c'est pas moi qui le dis, c'est Bouddha. Et en fait, je pense que l'IA, c'est une illusion supplémentaire, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ne vont pas comprendre ce que c'est peuvent rentrer dans une sphère d'illusion supplémentaire, comme les poupées russes. Et on a des gens qui deviennent amoureux des IA. J'ai vu un truc en Chine délirant, c'est pas une blague, hein. C'est des gens qui vont sur la tombe de quelqu'un, ils scannent un QR code et puis en fait l'IA vous régénère une vidéo du mec en train de lui parler. Alors si c'est votre fille, elle vous dit qu'elle vous aime, etc., etc., etc. C'est pas votre fille. Ce qu'elle vous dit n'a jamais aucun lien avec ce qu'aurait été votre fille. C'est une illusion de ce qu'aurait été votre fille. Ça joue sur votre émotionnel et ça marche. Mais ayez conscience que même si ça joue sur vous, c'est faux. C'est faux, ce ne sera jamais votre fille. Donc voilà, c'est un danger. L'éducation, ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand on utilise l'IA, qu'on a une éducation et qu'on est conscient, c'est-à-dire que vous n'oubliez pas que c'est quand même vous qui êtes intelligent, pas l'IA, vous utilisez l'IA en fait en conscience. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire là oui, là non. Si vos enfants utilisent l'IA sans réflexion et disent tiens, l'IA en fait elle est plus intelligente que moi j'ai pas besoin de réfléchir, de toute façon moi je suis débile. Là, vous donnez ce que vous êtes, en fait, vous donnez votre pouvoir à l'IA. Et donc là, il y a un énorme danger sur l'éducation, et ça a déjà commencé, puisqu'on se retrouve avec des gamins qui rendent des copies de 19 chez eux, et en classe, ils ont 3. Bon.
Les droits d'auteur, comme je vous l'ai montré, toutes ces images avant m'appartiennent, donc il y a une question des droits d'auteur sur les images, sur les sons, etc. La création artistique, c'est-à-dire que si les gens finissent par tout faire par l'IA, comme l'IA n'est basée que sur la création humaine, mathématiquement, vous avez un plafond de verre qui va arriver, puisque si l'humain ne continue pas à évoluer à côté et que l'IA est basée sur l'évolution humaine, et que l'humain commence à tourner sur l'IA, c'est mathématique. Et les dangers, évidemment, tout ce qui est militaire, surveillance de masse. Je disais ça à Michel récemment, il y a un concours de drones. Et pour la première fois, un pilote d'IA a gagné un pilote de drone sur un concours très rapide. Et quand on sait, par exemple, en Ukraine, que l'utilisation des drones est de plus en plus massive, forcément, on peut se poser des questions sur la suite. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de l'IA ? C'est pas pour parler de sujets comme ça, pour en parler de plein, c'est parce que je pense que c'est un sujet qui est, moi en tout cas, finalement, quand on l'utilise à bon escient et quand on comprend ce que c'est, ça peut vraiment être utile et c'est un complément. C'est comme un assistant, c'est-à-dire qu'il va vous aider, mais ça reste un assistant. C'est vous qui demandez, c'est pas l'IA qui vous fait à votre place. Donc, comme je le répète toujours, vous êtes la personne intelligente, pas l'IA. Donc, ne donnez jamais votre pouvoir à l'IA. Vous restez la personne qui décide. Plus la question sera précise, meilleure elle sera. C'est-à-dire, si je dis, tiens, donne-moi une solution, il va me répondre tout et n'importe quoi. Maintenant, si je lui donne des éléments très précis et de pourquoi je cherche ça et quels éléments peuvent être cofacteurs, etc., et pourquoi ce virus a un intérêt ou pas, là, j'ai des éléments précis. L'IA n'est valable que quand il y a un grand nombre de données disponibles. Donc, si vous voulez, sur des sujets de niche, oubliez l'IA complètement, ça dira des bêtises. Ne soyez pas dépendant des mondes médicaux. Alors ça, c'est un truc, très honnêtement, je le fais très souvent. Je ne suis pas médecin, donc n'étant pas médecin, je ne comprends pas toujours les trucs médicaux. Comme vous, des fois, vous avez un truc d'hôpital, vous ne comprenez rien. Et ben en fait, vous mettez ça dans l'IA et vous dites, explique-moi. Et en fait, il m'a expliqué, ça c'est tel test, ça marche comme ça. Ce test-là, en fait, il est intéressant pour ça et ça. Et en fait, là, quand ils vous disent tel test, réfère, ça veut dire qu'il y a tant d'oxygène qui sort par rapport à tout. En fait, vous n'êtes pas bête, vous comprenez. Et là, tout d'un coup, votre truc, il dit, oui, en fait, c'est ça mon analyse incompréhensible. Donc ça, c'est un outil sur lequel c'est intéressant. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser ? Donc, et aussi dans la recherche, par exemple, il y a tout un tas de virus qui sont... on a refait, je vais en parler rapidement, mais on a refait là une base complète de fréquences à jour pour les machines type Zapper et Plasma. Et en fait, il y a des virus, c'est plus intéressant de mettre le virus que la maladie. Par exemple, Epstein-Barr, c'est un virus que vous retrouvez dans plein de maladies différentes. Donc il est plus logique de mettre Epstein-Barr que de vous mettre mononucléose, etc. À l'inverse, quelqu'un lambda va me dire, mais Epstein-Barr, je fais quoi avec ça ? Il n'en sait rien, et il a raison, c'est normal. Et quand vous avez quelque chose, demandez. Tiens, on m'a dit que j'ai la mononucléose, c'est quoi mononucléose ? L'IA va vous dire, mononucléose, c'est dû par Epstein-Barr. Super, j'ai Epstein-Barr, merci. Voilà. Donc vous avez accès en fait à un niveau d'information qui est quand même vachement intéressant et rapide. Donc c'est pour ça que ça peut vous aider. Ce que j'avais dit, c'est donc là c'était l'exemple du patient D où en fait j'ai demandé à l'IA de conformer ce que je pensais, mais j'ai demandé simplement de confirmer ce que j'avais déjà suspecté. Je ne lui ai pas demandé de chercher à ma place. Et l'IA m'a redit, sans que je lui dise quoi, oui, c'est 90% de symptômes de la spondylite anchylosante. Ok, merci. Donc c'est pas délirant. Et je marquais explorer de nouveaux territoires, oser l'inconnu. En fait, moi, je commence à faire du codage HTML. Je suis absolument pas codeur, c'est pas mon monde, mais j'en fais un peu avec parce que, voilà. En fait, c'est pas mon domaine, mais grâce à l'IA, finalement, ça me donne des nouveaux choses à faire intéressantes. Donc, osez. En fait, vous pouvez aller sur des terrains qui ne sont plus les vôtres, et c'est aussi une plus-value. Donc, c'est dommage de ne pas le faire. Allez, pour terminer je termine sur un truc positif. N'oubliez jamais donc que je parle et des thérapeutes et des patients parce que je pense que c'est toujours une relation, les deux marchent ensemble. Vous êtes acteur, co-acteur, en tant que thérapeute, en tant que patient. Ne l'oubliez jamais. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, et c'est un peu tout le discours qu'on a dans la médecine traditionnelle de l'effet placebo, nocebo, etc., c'est fondamental. Et les médecins le savent. C'est-à-dire qu'un médecin qui est honnête vous dit on sait très bien l'effet placebo, on sait que ça marche dans plus de 30 à 40% des cas. C'est pas un truc genre non, c'est pas vrai, ça marche pas. Vous êtes au cœur du processus, donc c'est vous qui êtes acteur, ne l'oubliez jamais. La pensée est créatrice. Donc attention à ça aussi, comment vous pensez, etc. Dans le domaine informationnel, votre corps c'est le meilleur médecin. Moi c'est ce que je dis toujours, en fait, on est là pour accompagner, pour aider le corps. On n'est pas là ni pour le remplacer, ni pour faire à sa place. C'est pas le but des machines qu'on voit en tout genre. Et puis je termine avec qui ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, parce qu'en fait, je pense que dans ce domaine-là, vraiment, ce qu'on voit aujourd'hui, et j'en suis quasiment sûr à 99% intérieurement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être les 5% de ce qu'on fera dans 50-100 ans, j'en suis persuadé. Et dans 50-100 ans, on fera des choses absolument qui nous paraissent délirantes. Mais aujourd'hui, on est un peu sur les prémices. Donc voilà, là vous avez une machine Lakowski.
Et la machine Lakowski, c'est une machine d'un ami qui est à Paris, qui est extrêmement puissante. Et la machine Lakowski, en fait, par exemple, est une machine qui marche principalement que sur les harmoniques, et dans lequel, en fait, voilà, on a des super résultats parce que ça marche un peu comme toutes ces machines sur la dimension électromagnétique. Voilà, merci beaucoup. Merci Mathieu.